Bonjour à tous, bienvenue sur Conseil pour YouTubeurs. Je viens de publier sur une de mes autres chaînes mon parcours en termes financiers, en quelques chiffres clés, comment j'ai fait pour quitter le salariat et vivre de mon activité YouTube. Cet épisode sur ma chaîne secondaire, je vous le mets dans la description sous la vidéo. Pour vous qui faites partie de Conseil pour YouTubeurs, je vous encourage à aller l'écouter, ce retour d'expérience. Dans le présent épisode, je vais m'attacher à répondre à une question qui revient souvent sur YouTube. Quelles sont les métriques à regarder, quelles sont les statistiques à regarder, à prendre en compte. Vous savez que sur votre chaîne YouTube, vous avez un onglet statistiques, plein de calculs faits par YouTube pour essayer de quantifier le flux de spectateurs, combien de temps reste chaque spectateur sur chaque vidéo, combien de vues en une semaine, chaque mois, faire des comparaisons de performance d'une vidéo sur l'autre. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Moi, je vous encourage à tout foutre à la poubelle. Alors certes, vous avez par exemple Sylvain Lepoutre, si je ne me trompe pas son nom de famille, de la chaîne Le Coin des YouTubeurs, qui vous partage des réflexions que je trouve intéressantes et constructives. Je vous laisse aller voir. C'est une chaîne que je vous ai déjà recommandée. Moi, je vous recommande de dégager tout ce qui est mesure de performance, parce qu'on n'en a rien à foutre. Dans le modèle économique que moi je privilégie, on n'en a rien à foutre. Je vais même en rajouter une couche, on n'en a rien à péter. Parce que nous ne sommes pas des esclaves de notre chaîne YouTube. Enfin, on peut si on le souhaite, mais moi je vous encourage à ne pas être esclave de votre chaîne YouTube. Et faire des comparaisons d'une vidéo à l'autre, ça n'a aucune pertinence, parce que les sujets que vous traitez ne sont pas les mêmes, parce que en l'espace de plusieurs jours, selon l'heure à laquelle vous publiez, les paramètres changent énormément. Vous seriez bien incapable, et même collectivement, techniquement, il n'y a aucun organisme scientifique qui serait capable de faire des comparaisons et mesurer les paramètres qui interviennent dans le nombre de vues, la rétention de l'information, la fidélisation de l'audience, etc., etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de libérer votre esprit, parce que de manière à ce que votre esprit soit concentré sur la création des vidéos, sur votre bien-être et sur l'argent. À vrai dire, je vais vous faire une confession, il y a une métrique que je consulte depuis la création de ma chaîne YouTube. C'est une fois par mois. Moi, ça tombe un certain jour du mois, je vous dirai pas lequel, à partir de un peu plus de 16 heures, quand je vais sur mon compte Google AdSense que j'ai connecté à mon compte YouTube, Google AdSense me dit combien j'ai gagné ce mois-ci. Je m'interdis d'aller consulter toutes les estimations qui figurent dans la partie statistique de l'outil YouTube. Moi, parce que ce sont des estimations, et je ne veux pas savoir. Je veux voir un mois où on me fout la paix, où je travaille à fond, je me donne à fond, et c'est tout ce qui importe. Et à la fin du mois, je vois. Et je vous ai déjà publié dans un épisode assez récent que je vous mets dans la description, l'évolution de mes paiements, des sommes que j'ai reçues de Google AdSense. Et je réfléchis, est-ce que j'ai une progression normale? J'ai gagné moins, mais d'un mois sur l'autre, ou quand on compare 2 mois espacés d'un mois, donc 3 mois au total, il faut tenir en compte de la saisonnalité. Est-ce que vos revenus ont augmenté au mois de mai? Dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup de se demander, est-ce que c'est parce que votre thématique, par exemple, si vous faites du jardinage, du bricolage, tout ce qui est activité extérieure, il y a fort à parier que c'est normal qu'au retour de la belle saison, ça grimpe et que ça se casse la gueule, inversement, octobre, novembre et encore plus. Et alors, en décembre, si ça remonte un peu, est-ce que c'est dû au fait Noël, jour de l'an, tout ça, où il y a vraiment plus d'annonceurs qui veulent mettre plus de pubs sur YouTube et où le prix YouTube va pouvoir mieux vendre plus cher les publicités, donc nous revendre une plus grosse partie du gâteau. Moi, je vous encourage à faire, c'est une fois dans le mois. C'est tout ce qu'il y a à savoir, puisqu'en plus, comme je vous le disais, ma chaîne YouTube est à mon service, ce n'est pas l'inverse. Et donc, de toute façon, je prends les sujets qui me viennent à l'esprit sans me laisser influencer. Et j'essaie de publier le plus souvent, mais dans la limite de mes moyens. C'est-à-dire que c'est vraiment le business économique opposé à ceux qui vont commencer par s'acheter une caméra et du matériel. Non. Je pense qu'il faut, comme je crois que c'est Olivier Roland qui dit, la meilleure caméra, c'est celle que vous avez dans votre poche. Je crois que c'est lui. Je suis complètement d'accord. La seule chose que je vous encourage à acheter, c'est un micro-cravate. Allez, aux alentours de 15 €.
Et de toute façon, même si vous deviez arrêter votre chaîne YouTube demain, ça vous sera utile dans la vie de tous les jours. La probabilité que ça vous serve à autre chose dans la vie est assez élevée. Et donc, je ne fais pas des vidéos pour viser une performance d'argent à la fin du mois ou tous les jours. Je sais qu'il y a des gens qui tous les jours regardent leur performance. Non. Ce sont des sujets qui me viennent à l'esprit et je mets à profit mon temps libre pour convertir le nombre idéal de grand nombre de sujets qui nous viennent à l'esprit. Grand nombre parce que je les note. C'est ça la différence entre ceux qui n'ont pas beaucoup, enfin qui cherchent des idées, ceux qui en ont pas et ceux qui en ont à profusion. Ceux qui en ont à profusion, c'est parce qu'ils ont noté celles qu'ils ont eues dans le passé, donc ils ont déjà un gros réservoir dans leurs notes de sujets qu'il suffit de réactiver. Et en plus, c'est comme un petit peu la pensine d'Albus Dumbledore, quand tu notes, ça te sort l'idée. Et moi je pense que ça te sort l'idée, une fois que c'est noté, tu ne vas pas re-avoir, ton cerveau va chercher encore des nouvelles. Donc c'est un cercle vertueux. Et du coup, j'accouche, je passe du temps pour essayer de matérialiser ces sujets. Mais bien sûr, on ne matérialisera jamais toutes les idées de sujets qu'on a eues dans son existence. J'essaie d'en faire un maximum à la hauteur de mes moyens, c'est-à-dire le temps que j'y ai accordé, en cohérence avec tout le reste de mon existence. Est-ce que vous avez une vie de famille? Est-ce que vous avez une vie de famille, vous avez un enfant, 2 enfants, 3 enfants? Est-ce que vous êtes parent célibataire? Vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui gagne bien sa vie et que vous avez déjà les économies, donc vous n'êtes pas aussi pris à la gorge au niveau des finances? Je ne sais pas, ça dépend de chacun. Donc ça, c'est à vous. C'est pas votre chaîne YouTube de vous dicter ce que vous devez faire. Et donc, une manière d'être sûr que votre chaîne YouTube ne vous dictera rien, c'est de ne rien aller voir dans les statistiques que je trouve très très superflues. Bon, les statistiques qui m'intéressent cette fois-ci quand je démarche une marque à la limite, où j'essaie d'impressionner la marque pour faire comprendre que je suis pas un petit youtubeur, parce que de toute façon on peut être un petit youtubeur, n'avoir que quelques dizaines de milliers d'abonnés, mais faire des millions de vues. Ça existe, c'est simplement que vous fidélisez pas votre audience. Mais donc je vous disais ça pour vous dire que de temps en temps je vais dans la partie statistique de YouTube pour vérifier que le nombre de vues que je fais par mois, parce que ça m'intéresse le nombre de vues que je fais par mois maintenant que j'ai plus de 45 000 abonnés, je vais donner plutôt ce chiffre que quand j'en avais 10 000. Parce qu'a priori, il est beaucoup plus gros. Comme j'essaie de me mettre en avant, de me vendre, ça m'intéresse. De mémoire, il est entre 400 000 et 500 000 vues par mois. Donc c'est juste, je vais vérifier, mais c'est juste par acquis de conscience, pour pas qu'il y ait un rageux ou quelqu'un qui me dise « Oh, vous m'avez dit que vous faisiez 500 000 vues par mois, ah, vous n'avez fait que 400 000, c'est pour éviter ça. » Mais c'est tout. Et le nombre d'abonnés, je le regarde de temps en temps, mais je ne m'intéresse plus aux centaines d'abonnés, je m'intéresse plutôt quand je passe des paliers. À vrai dire, c'est ma gentille maman qui m'envoie en général un texto pour me dire « Félicitations pour ton nouveau millier d'abonnés ». En général, c'est comme ça que je le sais. Et je vous encourage, j'ai fait une période, ça m'est arrivé quelques semaines, surtout quand on commence sa chaîne YouTube, parce que chaque abonné est très important. Après, quand vous en avez beaucoup, chaque abonné est moins important, il est moins rare. Ça m'est arrivé chaque soir d'aller voir le nombre d'abonnés, donc combien j'avais pris d'abonnés dans la journée. Ça, c'est extrêmement mauvais. YouTube a mis en place des systèmes pour contrecarrer ça. Je ne sais pas s'ils le font avant que vous ayez 1000 abonnés, mais maintenant, par exemple, sur ma chaîne YouTube, sur mon smartphone, je ne vois pas le nombre d'abonnés précis. Je ne vois que quand ça prend 100. Et c'est une très bonne initiative. Au début, je râlais, et je vous mets en garde. Laissez tomber. Si vous avez le temps, le soir, d'aller regarder combien vous avez d'abonnés, ce temps, vous pourriez l'utiliser mieux, en préparant un sujet, en notant des idées que vous avez eues dans la journée. Je vous conseille de voir les choses comme ça. Ne perdez pas votre temps, on s'en fiche. Alors, il se trouve, quand vous êtes petit youtubeur, vous n'avez pas 1000 abonnés, vous n'aurez pas accès à la monétisation. Vous n'aurez pas de publicité. Et puis en plus, il y a un deuxième palier, il y a le moment où on a la monétisation à partir de 1000 abonnés. De mémoire, nous sommes en juillet 2020, donc c'est 1000 abonnés le palier. Et ensuite, un peu plus tard, tu peux avoir des publicités plus longues, plus lucratives, et tu peux en mettre plus par vidéo. Enfin bon, moi je vais pas parler de ce segment le plus difficile, de 0 à 1000 abonnés. Là, du coup, c'est différent. Le but, c'est pas de gagner le plus d'argent, c'est le plus rapidement de gagner des abonnés. Donc je vous invite au niveau du format, voire même au niveau des sujets. Si vous avez des sujets qui se prêtent plus à récolter des abonnés, vous le pensez, privilégiez-les.
Là, c'est vraiment une course aux abonnements. Si vous avez la possibilité de faire un caméo, un partenariat avec quelqu'un qui a fait déjà plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, ou d'être recommandé par lui pour des bonnes raisons, de la même façon que moi j'avais recommandé Tout faire soi-même sur ma chaîne YouTube principale, parce que vraiment je trouvais sa chaîne très très chouette, qu'il le méritait. Là c'est très intéressant, parce que la grosse dynamique d'un YouTuber qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, enfin sa dynamique et son pouvoir est gros par rapport au vôtre quand vous n'avez pas 1000 abonnés, et il peut vous aider à passer les paliers rapidement. Mais donc, le message, la métrique que je vous encourage à prendre en compte, la seule à laquelle vous devez vous fier, c'est combien vous gagnez à la fin du mois. Il y en a peut-être qui vont dire que c'est extrêmement cupide. Moi, je m'adresserai à ces gens pour leur dire qu'ils n'ont pas compris. C'est absolument pas cupide. Au contraire, c'est la solidarité et une cohérence et un principe de résilience, parce que on n'est pas tout seul. On a peut-être une compagne, une famille qui est inquiète pour nous, voire qui nous paye. Pour certains d'entre vous, je sais que certains jeunes, ils payent pas le loyer, ils payent pas l'assurance automobile. Donc ils ont dit à leurs parents, je vais me lancer à fond sur YouTube. Donc ils sont pressés, ils ont une forme d'engagement vis-à-vis de leurs parents, de leur famille. Plus vite ils ont atteint une certaine autonomie, plus vite ils ont la garantie de pouvoir continuer et de ne plus être un poids pour leur famille. Et c'est pareil vis-à-vis du spectateur, parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais faire un appel aux dons, c'est pas facile. Et ça marche que quand on a un gros nombre d'abonnés. Je parle de Tipeee, Utip. Utip vient de désactiver les publicités. On peut plus regarder de publicité sur Utip parce que ça rapportait plus assez d'argent. Je viens de recevoir un mail de Utip. L'appel aux dons, moi je l'aime pas. Je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs qui préfèrent que le créateur se débrouille pour se payer d'une manière ou d'une autre, quitte à ce qu'il y ait un peu de pub, ou quitte à ce qu'il y ait un peu trop de pub, parce que quand il y a trop de pub, ça encourage les gens à prendre YouTube Premium. Mais si les gens qui prennent YouTube Premium, il y a une partie des revenus générés qui vont aller dans la poche des créateurs qui suivent. Et ça stabilise les revenus des créateurs, du coup. Et il y a aussi les placements de produits. Et je pense que les spectateurs sont tout à fait OK plutôt que de donner de l'argent. Je pense, mais ça dépend lesquels. Il y a peut-être des chaînes plus tournées conscience, marketing ou philosophie, où on est rebuté par ça. Ça dépend, mais moi, à ma connaissance, dans une majorité écrasante des cas, on préfère que le créateur, les spectateurs, vos abonnés préféreront que vous vous débrouilliez pour trouver un modèle économique qui passe pas par leurs dons. Ils n'ont pas besoin de vous redonner, ou alors ils vous donnent un peu de temps au début, au milieu ou à la fin d'une vidéo pour regarder une pub. Voilà, parce que c'est un modèle qui fonctionne, c'est un modèle qui est connu. Il y a la télévision, tout le monde connaît, la radio. Donc je veux dire, c'est peut-être pas, je dis pas que c'est le meilleur modèle. Moi-même, si ça se trouve, dans certains temps, je pourrais faire des placements de produits à 15 000 € le placement de produit. Bah, dans ces cas-là, peut-être qu'effectivement, je ferai sauter les publicités, ça sera un grand plaisir. Mais ça sera une validation encore de ma méthode, puisque gagner de l'argent grâce aux publicités avant d'avoir accumulé la notoriété et la visibilité qui va me permettre de dégoter des 15 000 €, des 10 000 €, des 5 000 € par déplacement de produits. Entre-temps, c'était bien que j'ai pu me dégoter ces revenus. Et je trouve que c'est très rassurant quand on est youtubeur, qu'on a une grosse inertie contre laquelle percuter, travailler, on est souvent isolé. Au moins avoir de l'argent assez rapidement, même si c'est des petites sommes, pour commencer. Déjà, ça vous permettra de vous rendre compte que vous vous débrouillez pas si mal, parce qu'il y a plein de gros youtubeurs qui gagnent très mal, qui savent pas, qui sont mal organisés, qui ne font pas les taxes. Je vous ai expliqué comment faire les tags dans 2 épisodes que je vous encourage à re-regarder. C'est très très important. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est pas important. Les tags sont des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'apprentissage machine, qui savent pas du tout comment fonctionnent les algorithmes, notamment les algorithmes de référencement YouTube. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai écouté Olivier Roland il y a quelques mois ou même quelques années. Il avait parlé d'une entreprise qui commercialisait un logiciel mais qui était gratuit. L'entreprise voulait absolument que ce soit gratuit. Elle voulait pas faire payer, elle voulait pas mettre des pubs. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse les pubs, hein. Surtout dans les logiciels, c'est pas toujours au meilleur moment, aux meilleurs endroits. Mais le problème, c'est que elle n'a pas réussi à trouver de modèle économique. Cette entreprise, elle a créé un logiciel qui plaisait beaucoup à Olivier Roland, visiblement qui était très très utile aux personnes comme Olivier Roland, aux entrepreneurs qui avaient des besoins similaires à Olivier Roland. Faute d'avoir su mettre en place un modèle économique, que ce soit par des abonnements premium, que ce soit par des pubs, l'entreprise elle a fait faillite.
Et donc l'entreprise, elle procurait quelque chose de valeur. Et par ego, je ne sais pas trop pourquoi, ils n'ont pas voulu mettre de premium pour pas scinder, pour des préoccupations idéologiques, philosophiques. Mais du coup, elle a disparu. Donc là, et Olivier Roland disait dans cette vidéo, moi j'aurais préféré, j'utilisais ce truc gratuitement, mais en fait, s'ils avaient proposé un abonnement premium, j'étais tout à fait disposé à le payer, parce que de toute façon, pour tous les logiciels qui sont utiles dans la vie professionnelle, ça passe en frais de fonctionnement. Si on arrive à gagner correctement sa vie, on est OK pour payer un bon outil, un outil qui va être mis à jour. On n'a pas envie, quand on est utilisateur d'un logiciel, de savoir que les développeurs sont pas payés et qui sont dans la mouise eux-mêmes. Le mieux, c'est une attitude de win-win. Donc, quitte à payer un abonnement premium ou se taper des pubs, parfois mieux, les gens préfèrent payer un abonnement, une partie de l'audience paye un abonnement premium avec plus de fonctionnalités, plutôt que de disparaître le produit. C'est pareil pour les youtubeurs. Il vaut mieux, même si ça vous intéresse pas, que vous gardiez en tête, vous ne négligiez pas, vous axez, vous construisiez vos formats, votre manière de présenter les choses, vos sujets, de manière à optimiser la monétisation, plutôt que vous fatiguer dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années, et de lâcher. Il y a combien de youtubeurs qui ont renoncé, et je les comprends, au bout d'un moment, ils gagnaient pas, ils ont vu, je gagne pas assez d'argent pour un sujet sur lequel je me défonce, j'arrête et je retourne dans le salariat ou je retourne vers quelque chose. Et ils ont raison, certainement. Par contre, là où ils ont tort, c'est peut-être parce qu'ils ont privilégié des choses qui ne rapportent pas. Par exemple, l'esthétisme ou le montage. Il n'y a pas forcément besoin d'un montage de fou et d'une image et d'appareils photo à plusieurs centaines d'euros pour commencer à gagner de l'argent sur YouTube et notamment les revenus publicitaires plus les droits d'auteur. Les droits d'auteur, vous vous souvenez, je vous ai parlé à plusieurs reprises des droits d'auteur, ces épisodes sur la scam, allez les voir, je vous le mets. Vous avez tous les épisodes de la présente chaîne dans l'ordre chronologique, je vous ai dit qu'il fallait aller voir au moins un par jour pour vous cultiver et comprendre tout ce que je dis et rester au niveau. Donc je disais, il y a plein de sectateurs sur YouTube, quand ils cherchent une réponse à leur question, ils s'en foutent que l'image soit d'un grain magnifique, ils s'en foutent qu'il y ait des plans, ils cherchent une information, ils s'en foutent que vous soyez bien maquillé. On est dans l'ère de l'amateurisme. La force de YouTube, la force d'Internet par rapport à la télévision, c'est que les gens se sont rendus compte que la télévision, il y avait plein de gens bien pomponnés, mais ça les empêchait pas de dire n'importe quoi. Là, c'est vrai qu'au domine, l'amateurisme est en train de rogner, et j'en suis très content, une visibilité sur la télévision, diversification de l'offre, je vais pas m'étaler sur ce débat. Mais du coup, en fait, de spectateur à youtubeur, il y a une relation plus horizontale. Vous êtes mon égal, voilà. Je suis dans mon véhicule automobile, en vacances. Le plus important, c'est d'avoir un son clair, une image à peu près claire, mais surtout un son de qualité, une éloquence suffisante, une capacité à faire des phrases simples, sujet, plus verbe, plus complément, suffisante. Et pas bafouiller, de pas être trop long. D'ailleurs, je suis un peu long, je suis désolé, on va écourter. Voilà, il suffit d'être clair et de délivrer des messages. Privilégiez pas la forme au détriment du pognon que vous allez gagner à la fin du mois, puisque c'est ce dernier qui va vous permettre de pérenniser et de continuer l'aventure. Donc j'espère avoir répondu pour vous à la question quelles sont les métriques les plus importantes. Ce que je voulais vous dire, il y en a peut-être qui vont me dire « Ah oui, mais comment je fais pour savoir si ma miniature elle est bonne ?» Moi, je regarde jamais les performances. Par contre, quand je me rends compte, de temps en temps, je vais sur ma vidéo, ou après, en dormant, ou en faisant la sieste, ou en étant un peu peinard, ça m'arrive de repenser à des miniatures, à des vidéos, et je me rends compte que ma miniature, elle est pas bien, elle ne me satisfait pas. Donc, spontanément, j'ai absolument pas besoin de métriques pour savoir que ma miniature, elle n'était pas bien faite. À la limite, si vous voulez vraiment un outil pour savoir si votre miniature, elle est bien faite, allez voir le document de Charles Boudouresque sur les présentations PowerPoint des étudiants, puisque c'est pareil en fait. La manière d'optimiser et de simplifier les messages et de clarifier quand on est un scientifique en une seule slide, vous remarquerez que souvent dans les conférences, les slides, diapositives, chaque diapositive, c'est exactement chaque diapositive d'une présentation scientifique, c'est exactement la même chose qu'une miniature. Ce sont des miniatures successives et il est censé y avoir une information qui saute aux yeux, qui attire, qui réveille. Donc je vous encourage à aller voir ce document, je vous le mets dans la description sous la vidéo. Et deuxièmement, méfiez-vous des tests AB. Les gens qui vous recommandent de faire des tests AB,
Il y en a qui ont certes une très très grande expérience en marketing, qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, et bravo à eux. Mais attention, en fait, contrairement à bien des gens, j'ai eu une éducation scientifique, statistique assez poussée. La plupart des gens qui travaillent en marketing, qui font du A/B testing, ils sont nuls en statistique et ils comprennent que dalle. Or, un test A/B, c'est un test statistique qui implique de maîtriser bien des paramètres qui ne figurent absolument pas dans les logiciels qui permettent de mettre en place ces outils. Donc, vous prenez pas la tête sur l'A/B testing. Moi, l'A/B testing, je m'en passe allègrement. Je ne vois pas l'intérêt pour ce qui est des miniatures YouTube. Je mets le paquet sur votre clairvoyance et sur votre capacité à auto-ausculter votre miniature avec le temps. En plus, plus le temps passe, plus les choses se refroidissent. Ça m'arrive dans une journée d'avoir déjà passé beaucoup de temps au montage de quelque chose. Donc c'est vrai qu'au moment où je dois publier la vidéo, ah mince, il faut que tout est prêt, mais il faut que je fasse une miniature. Je suis assis depuis plusieurs heures, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux fesses, j'ai soif, j'ai faim, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me balader. Donc des fois, je torche un peu la miniature. C'est pas si mal parce que des fois, en faisant comme ça, des fois on fait une bonne miniature quand même, simple, efficace. On trouve une bonne image sur Pixabay, on rajoute 2-3 textes. Allez voir sur ma chaîne Solutions et Débrouilles, il y a des miniatures très simples avec des images toutes bêtes de Pixabay, un bête texte, et ça marche relativement bien. Et du coup, je vous disais, si vous avez vraiment fait une miniature qui est inefficace, ça devrait vous revenir. Ça devrait vous revenir et vous repasserez du temps demain ou dans 3 mois ou dans 6 mois. On a le temps, parce qu'entre-temps, plutôt que de vous triturer l'esprit, de vous tordre l'esprit à faire du A/B testing et du micro-fin qui en fait n'a aucune valeur, parce qu'en fait, faire du A/B testing, déjà il faudrait avoir plusieurs milliers, au minimum plusieurs milliers d'individus, voir si c'est pas des centaines de milliers. Ton A/B testing, quand tu as plusieurs dizaines de vues, plus centaines de vues, aucune valeur. Tu te crois malin, en fait t'es pas malin, en fait tu t'es juste fait avoir par des artistiques et parce que tu as un manque de connaissances en statistique. Voilà, je me permets de le rappeler. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Tenir bon, je sais que c'est difficile quand on est petit youtubeur, surtout quand on en a moins de 1000. Vos questions sont les bienvenues dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez apprécié la présente vidéo, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Désolé, il y a un avion qui nous survole. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle, un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la playlist de tous les épisodes précédents dans l'ordre chronologique. Il faut aller les voir tous impérativement. Pas tous d'un coup, ça serait trop indigeste, bien sûr, mais un par jour, par exemple. Ou, je sais pas, 7 par semaine, le dimanche. C'est pas tous des épisodes très longs, il y en a beaucoup qui sont très courts. Puis vous n'êtes pas obligé de tous les regarder, vous en lancez un. Quand vous voyez que la thématique, le sujet précis ne vous concerne pas, vous passez au suivant. Et le petit carré, c'est pour recevoir les prochaines vidéos par mail, gratuitement. Ça, c'est pour ceux qui sont pas trop YouTube. Je sais pas s'ils préfèrent recevoir par mail. J'ai la possibilité de faire ça gratuitement. C'est gratuit pour vous. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. C'est compatible avec le règlement général sur la protection des données. Je garde pas les informations des gens qui se désinscrivent et je revends ces adresses email à personne, bien entendu.